Hello, en ce mardi 23 janvier, bienvenue sur un nouveau carnet de lecture. J'espère que vous allez bien. Alors, je suis encore en mode grippe, avec pas mal de toux, donc il va y avoir des cuts, je suis désolée. Donc, j'espère que vous allez bien. C'est petite forme, mais je bosse, j'ai repris le boulot depuis hier. Et voilà, donc je me suis dit, ça va être sympa de reprendre un petit carnet de lecture. Vous avez vu, ce matin, en fait, j'ai proposé des découpages pour les 2 lectures communes de février, qui sont l'immeuble Yacoubian de Ala El Aswani. Donc là, on part en Égypte avec ce livre que j'avais trouvé dans une boîte à livres, ou à la ressourcerie, je sais plus. Mais en tout cas, je suis contente de pouvoir le sortir là pour pouvoir le découvrir. Je propose un découpage sur 10 jours avec une 30aine de pages à peu près. Si vous voulez nous rejoindre, ça commencerait, je crois, le 4 février, je sais plus, le lundi. Voilà. Et on va lire Demain et demain et demain de Gabriel Zévin, édité ici chez Fleuve. Il est sorti à la rentrée littéraire 2023. Et je suis très très contente de le lire dans le cadre de l'exploration des romans d'amour. Voilà, donc on le commence le 1er février. On va le lire sur environ 15 jours, je crois. Et il est gros, mais il n'est pas si long. Il fait 520 pages à peu près. Ah, il est très beau. Donc voilà, je suis super contente de vous le proposer aussi en LC. Et j'ai très hâte de me plonger dans ces 2 lectures. Sinon, je voulais vous prendre aussi ce matin parce que j'ai lu 5 livres. Et en fait, je voulais faire le tirage au sort du 10e livre avec vous. Je le fais à l'avance parce que je me dis, si c'est un livre qui est assez long, je sais pas pourquoi, je sens qu'il va être long, je me trompe peut-être. Il faut que je m'organise en fait pour pouvoir le lire. C'est pas forcément évident de l'organiser dans les lectures en cours. D'ailleurs, je vais d'abord vous montrer mes 3 livres en cours. Donc mes 3 livres en cours. Le plus gros, c'est Ton absence n'est que ténèbres de John Calman Stevenson, édité chez Grasset. J'en suis là. J'ai lu, je dirais, presque un tiers. C'est étrange. J'ai pas le temps de vous en parler longuement là maintenant, donc je vous dis juste que je l'ai commencé. L'idée pour moi, le découpage que je me suis fait, parce que je me fais des découpages sur les bouquins, c'est de le finir le 31 janvier. Donc en gros bouquin, j'espère que je vais pas en avoir un autre, sinon c'est la merdouille. Je vous dis ça comme ça. Ensuite, j'ai commencé aussi Blade Runner de Philippe K. Dick. Alors ça, ce sont 2 livres que mes garçons ont choisi. Donc on est dans le bingo. On a celui-là qui a été choisi par Joseph parce que la couverture avait l'air particulièrement ennuyante. Et celui-ci qui a été choisi par mon homme, qu'il adore. Enfin, du moins, il adore le film. Il a bien aimé, mais c'est pas son livre préféré de Philippe K. Dick. Moi j'aime bien pour le moment, pareil, je vous en parle pas plus. Et j'ai commencé hier soir Tenir sa langue de Paulina Panastenko, édité aux éditions de l'Olivier. Donc ça c'est une LC aussi, mais alors comme il est très court, on va assez vite. Ça se lit vraiment très très vite. Donc ça je peux le finir demain, c'est tout à fait faisable. C'est pareil, je vous en parle pas plus, je vous en parlerai quand je l'aurai terminé. Tout à l'heure je vais venir vous parler des premiers livres que j'ai terminés. Mais là, on va faire le tirage au sort. On va sur Livre Addict. Dans ma pile à lire.
C'est parti pour un livre au hasard. Ranking of Kings. Très bien, donc ça va, c'est cool. Donc c'est cool, le truc c'est que j'ai pas lu le 2, donc j'ai lu le 1. Et là je vais lire le 2 et le 3. Je me demande même si on n'a pas le 4. Si, on a le 4 aussi. Je verrai si j'enchaîne avec le 4. On n'a pas le 5. Voilà. Hello, donc on est le vendredi 26 janvier, il faut que je fasse un petit point sur les livres que j'ai lus avec vous parce qu'il commence à y en avoir pas mal, donc on va faire ça assez rapidement parce que je travaille, donc c'est juste une petite pause point lecture. On commence avec les graphiques, je vais en parler très très rapidement parce que je vais lire le 3 et le 4 là dans les prochains jours, puisque le numéro 3 était donc mon 10e livre, vous l'avez vu avec moi. Je lis du coup, j'ai lu le second tome. Ça faisait très longtemps que j'avais lu le premier, donc j'ai eu du mal à retourner dans l'histoire. Donc on est dans le royaume de Boss, on a ce petit garçon là, comment s'appelle-t-il ? Bojji. Et ce petit garçon, il est petit sans être petit, c'est quand même l'aîné du roi. Il ne sait pas parler, il est muet, mais enfin, on lui parle avec le langage des signes. Il dit juste à eux. À eux. Il est mignon d'ailleurs. Et tout le monde ne le comprend pas, certains qui savent parler la langue des signes comprennent. Il était censé succéder à son père en plus est décédé, comme c'était l'aîné du roi, il était censé lui succéder, mais il n'est pas très très doué, pas très fort, il est malin, mais il est... voilà. Et le trône était très convoité par Deida, qui est le fils de la nouvelle femme du roi, la reine Eiling, je sais plus. Et du coup, grâce aux manigances de la reine, c'est le fils d'Eida qui prend le trône. Lui, il est quand même pas content, surtout qu'en plus, au passage, on lui a piqué son copain, la Tâche, là, je sais plus comment elle s'appelle. Comment est-ce qu'elle s'appelle, la Tâche ? Je me souviens plus. Bref, il est copain avec une Tâche qui l'aide dans ses aventures. Et donc elle a disparu et le prince il est triste déjà de pas être devenu roi, mais en plus il a perdu son copain, donc il veut partir à sa recherche. Voilà, donc ça c'est l'histoire, il part à la recherche de la Tâche. Je me souviens plus, elle a un nom, mais je sais plus comment elle s'appelle. Voilà. Ombre. En même temps c'est l'ombre, voilà. Alors j'ai eu du mal à rentrer dedans parce qu'en plus ça a commencé avec... J'ai pas trop compris quand on était à ce passage-là, savoir qui était qui, mais en fait c'est pour savoir qui sont les alliés du prince Deida, qui sont les alliés du prince Bojji, et j'étais un peu perdue, j'avoue. Mais après, quand on repart sur l'histoire vraiment de Bojji, c'est mignon. Surtout qu'il va la retrouver, Ombre, donc c'est mignon. Donc je vais lire la suite. J'ai aussi fini la BD qui est la reco de ma belle-sœur qu'elle m'avait offerte d'ailleurs pour mon anniversaire si je dis pas de bêtises. Donc c'est Astrologie de Liv Strömquist. Alors c'est une bande dessinée essai sur l'astrologie. Alors essai à la façon de Liv Strömquist, c'est-à-dire avec beaucoup d'esprit acéré, un peu d'ironie, beaucoup d'humour. Elle va nous présenter les différents signes astrologiques et notamment la compatibilité ou l'incompatibilité entre chacun. Alors, donc on y va vraiment, par exemple, je vous montre le premier, voilà, on commence la première page, c'est Bélier. Et alors Bélier, on prend tous les signes et on va dire il fait ci, il fait ça, nanana, nanana. Et ensuite, elle donne des exemples avec des personnes connues pour appuyer ses propos. Et elle reprend des anecdotes réelles qu'elle dessine, souvent de façon très humoristique. Il y a beaucoup de textes. Voilà. Donc, pendant toute la lecture, je me suis dit, mais alors attends, est-ce qu'elle croit à l'astrologie ou non ? Ça m'a vraiment... C'était une question qui me hantait. Faut savoir que moi, j'y crois pas du tout. Donc, en fait, je ne savais pas jusqu'à quel point son propos était ironique ou non. On a la réponse dans les dernières pages, mais moi, j'ai regardé sur Internet des analyses de la BD parce que je voulais savoir ce qu'il en était. Finalement, elle croit à l'astrologie. Elle y croit, mais pas de façon tout à fait...
dogmatique. Elle y croit comme quelque chose qui fait pas forcément de mal, vous voyez, qui est dans l'action. Que l'effet de l'astrologie, c'est toujours quelque chose qui est positif. Moi, justement, ce que je trouvais bizarre, c'est qu'elle en fait pas quelque chose de positif. Alors, en plus, quand j'ai vu, moi, mon signe astrologique, voilà, j'ai trouvé que c'était quand même pas très agréable, surtout qu'elle y consacre 3 pages, et c'est tout. Et parfois, elle prend des signes, et ça dure une dizaine de pages. Alors, j'ai trouvé ça bizarre, mais en même temps, je pense qu'elle s'en fiche, je pense qu'elle fait ce qu'elle veut, et que voilà, ça lui a fait plaisir de faire ça. Alors moi, j'ai pas du tout... du coup, j'étais pas ok avec ce qu'elle disait, et j'étais sans cesse en train de me dire, est-ce qu'elle y croit, est-ce qu'elle y croit pas? Moi, pour moi, selon moi, elle y croit, et ce qu'elle pense qu'elle écrit, elle le pense. En même temps, comme elle met beaucoup de choses, par exemple, elle met des côtés positifs, puis des côtés négatifs, de toute façon, on peut prendre ce qu'on veut prendre, hein, c'est comme l'astrologie. Si ça nous fait du bien, on le prend. C'est rigolo. Et ce que j'ai trouvé marrant, c'est qu'elle prend des anecdotes de personnes extrêmement connues, par exemple, je ne sais pas, Mozart ou des grands scientifiques. Et ensuite, en comparaison, elle prend aussi des youtubeurs, des instagrammeurs, instagrammeuses qui font le buzz, qui profitent du système, et donc elle critique pas mal la société actuelle par rapport à ça, la société consumériste, et donc ça c'est très intéressant. Moi ça m'a fait sourire plusieurs fois, donc quand même ça fonctionne bien. En revanche, je suis pas toujours d'accord avec ce qui est dit, mais c'est normal, c'est un essai, alors c'est un essai ou non. Et alors c'est marrant parce qu'elle parle à la fin du moment où elle a décidé de faire ça, et elle en parle avec sa mère, elle dit, alors est-ce que tu penses que si je fais quelque chose sur l'astrologie, on ne touche pas à l'astrologie? Elle lui dit on ne touche pas, et voilà, donc elle y touche, et elle n'a pas peur, et rien que pour ça, c'est quand même chouette. Si vous ne connaissez pas l'écriture de Liv Strömquist, je vous invite à la découvrir. Elle a aussi des propos très féministes, hein. Elle a fait d'autres bandes dessinées où justement c'est plus appuyé. Voilà, donc je vous invite quand même à découvrir son écriture, c'est quand même chouette. J'ai lu dans le cadre du Tour du Monde La vie hantée d'Anya de Vera Brosgol, édité chez Rue-de-Sèvres. Vera Brosgol, elle est d'origine russe. Elle n'est pas russe aujourd'hui, elle est française, je crois, si je dis pas de bêtises. Non, aux États-Unis, elle est américaine. Et donc voilà, donc cette histoire, c'est un roman graphique jeunesse, un peu fantastique, qui parle d'immigration, hein, qui parle de l'acceptation, de la différence. Cette jeune fille, Anya, a des difficultés pour s'intégrer, ou du moins elle a le sentiment qu'elle a des difficultés pour s'intégrer. Voilà, donc c'est assez humoristique la façon dont c'est traité. Elle va un jour tomber dans un puits, et elle a peur d'y rester. En fait, en fond du puits, elle y croise le fantôme d'une jeune fille morte il y a des centaines d'années. Et ce fantôme va mettre un de ses os dans le sac d'Anya, ce qui fait que ça va lui permettre de sortir du puits de façon fantomatique, hein. Et donc elle l'accompagne dans ses péripéties, notamment amoureuses, et elle lui donne des conseils pas toujours avisés, et petit à petit on va se rendre compte que elle est loin d'être gentille, ce fantôme est loin d'être gentil, et Anya du coup va essayer de démêler l'histoire et de savoir qui est cette jeune fille qui a été tuée il y a 100 ans. Et voilà, donc c'est fantastique, c'est mignon, mais ça vole pas très très haut. Les dessins j'ai pas trouvé ça super. Je pense que je vais la faire lire à mes garçons, mes plus grands, et on va voir si on la garde ou non. Côté roman, faut que je me dépêche. Côté roman, j'ai d'abord fini Une soif d'amour dans le cadre des nuits de la lecture. J'ai réussi à le lire sur tout le week-end. Faut dire que j'ai passé pas mal de temps au lit avec la grippe, donc forcément ça aide. J'étais très contente de retourner dans un Yukio Mishima. Je suis désolée, j'ai un peu mal à la gorge.
Là, on est sur une histoire assez dramatique. On suit la veuve Etsuko, jeune veuve qui va vivre dans la famille de son beau-père, donc le père de son mari décédé. Elle va d'ailleurs partager la couche de ce beau-père. Et elle est un peu particulière, elle ne dit pas grand-chose, elle est assez effacée. On la suit dans ce qu'elle pense, on sent qu'elle est à contre-courant. Et en même temps, il y a beaucoup de sensations, de tout ce qu'elle ressent. On comprend qui elle est. Elle a été trompée par son mari, et son mari, il était sans cesse en train de lui échapper. Et juste au moment où il a été malade, c'est le seul moment où il lui a appartenu. Et on la voit en train de démêler un peu sa vie amoureuse avec lui quand elle raconte ça. Et ensuite, on la voit dans la famille de son beau-père, dans une vie totalement effacée. Elle a juste cette soif d'amour envers une des personnes qui s'occupent de la maison. Et cet amour n'est pas du tout partagé, d'ailleurs il n'est pas déclaré. Et ce jeune homme s'en contrefiche. Et en fait, cette soif d'amour va l'amener à des actions assez terribles, je ne vous en dis pas plus, mais cette soif d'amour ne va pas forcément être bonne pour la santé mentale de cette jeune femme. J'ai trouvé le personnage assez détestable, et en même temps on est touché par sa propre histoire, ce manque d'amour qui fait qu'elle partage la couche de son beau-père, qui fait qu'elle est appelée par l'amour de la jeunesse, mais n'arrive pas à y accéder. C'était extrêmement touchant. La plume de Yukio Mishima est très belle. Ça m'a fait vraiment plaisir de retourner lire sa plume. Je vous le conseille si vous ne connaissez pas. Je lui ai mis 16/20 parce que c'est pas un chef-d'œuvre pour moi, dans le sens où j'ai pas eu d'empathie réelle pour le personnage principal, et du coup j'ai pas réussi à me projeter vraiment sur ce qu'elle ressentait. Elle m'a semblé quand même assez exécrable dans son égoïsme amoureux, et du coup voilà, j'étais pas totalement avec elle, mais j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Hier, en faisant ma séance de teinture, j'ai fini Lucas de Franck Tillier, ici chez Pocket. Moi, je l'ai écouté en audio. Et alors, grosse déception parce que, pour plusieurs points. Grosse déception parce que c'était pas le même narrateur, et que la voix du narrateur... Oh là là, quand j'ai entendu les premières paroles, j'ai dit « Ah, mais c'est pas le même narrateur !» Moi qui vraiment ai beaucoup apprécié le narrateur, je ne me souviens plus du nom, mais jusqu'à Pandemia, c'était un autre. Là, oh là là, c'était une voix très grave, assez vieille, entre guillemets. Alors, je ne sais pas du tout, c'est pas méchant, hein. Mais du coup, j'y croyais pas quand il faisait les voix de Lucille et de Charcot. J'étais complètement détachée de tout. Enfin, ça a cassé mes repères, en fait. Et j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire. En plus, j'ai trouvé que l'histoire partait dans tous les sens. J'ai trouvé que ça partait dans tous les sens. Alors, on parle de... Alors, on retrouve des corps, on retrouve... en fait, on va parler de... Comment on dit ? Quand une femme propose, en fait, de porter l'enfant d'un autre couple. On parle de transformation... comment on dit ? On y parle d'ADN, voilà, Lucas c'est un personnage, vous allez comprendre qui c'est, mais moi je vais pas forcément vous le dire. Un homme qui connaît le jour et l'heure de sa mort. Ensuite il y a une lettre. On parle d'internet, des traces en fait des gens qui sont morts sur internet. On va rencontrer un nouveau personnage qui s'appelle Audra, qui est une jeune femme qui, elle aussi, est pas très nette. On va parler de la relation avec Nicolas, justement, qui a perdu... Il ne faut pas que je dise ça. Chut. On va parler de Nicolas et de Audra. J'ai trouvé qu'on avait laissé de côté particulièrement le personnage de Lucie, et j'ai pas aimé.
Charcot, lui, il est du coup chef de brigade. Mais je le trouve vieillissant. J'ai pas toujours apprécié. Bref. Ça partait dans tous les sens, j'ai trouvé l'enquête. J'étais perdue. La voix ne m'a pas forcément plu. Petite déception sur Lucas. Alors que j'ai vraiment tellement aimé avant. On verra si la faille renoue avec moi. On va voir. J'espère que ce sera pas la même voix, sinon je vais devoir le lire parce que j'ai pas aimé. Voilà. Ce matin, j'ai fini de lire Tenir sa langue de Paulina Panatsenko, édité ici aux éditions de l'Olivier, que j'avais eu en boîte à livres, si je dis pas de bêtises. Il est neuf, il n'a pas été lu. Pourtant, il y avait un petit papier à l'intérieur, peut-être qu'il a été lu une fois. Alors, c'est un très court récit, c'est un premier roman de Paulina Panatsenko qui a une double nationalité. En fait, elle est française, mais elle a vécu son enfance et elle est née en Russie. Ça parle justement de son immigration, de son arrivée avec ses parents en France, à Saint-Étienne. Ça parle du fait que adulte, elle veut retrouver son prénom, puisque elle a été renommée Pauline pour mieux s'intégrer en France. Et elle veut à nouveau s'appeler Paulina, parce que son cœur est resté en Russie, même si elle est française. On va parler de beaucoup de choses très intéressantes, puisque donc c'est vraiment une autobiographie. Elle parle du fait de perdre la langue russe, de s'intégrer difficilement en France, d'apprendre une nouvelle langue, de comprendre toutes les aspérités de la langue, et c'est pas toujours évident. Elle parle de l'accent, elle parle de l'amour de ses parents, de la mort de sa mère, de la vieillesse de ses grands-parents, du retour chaque vacances en Russie, et de retrouver ses racines, du bonheur qu'elle a, de pas mal de choses, de ses moments en famille, de la transmission de ses parents, de la maladie d'Alzheimer, de sa grand-mère. Enfin, vraiment, c'est assez riche. En revanche, ce que j'ai critiqué pendant tout le livre, c'est que c'est riche, mais court. Et en fait, elle donne des petites... C'est vraiment des phrases très courtes, des chapitres très courts. C'est très incisif. Alors peut-être parce que c'est lié justement à la langue. Et de fait, elle a apprivoisé la langue française en écrivant comme ça. En revanche, moi j'ai trouvé que ça manquait parfois un petit peu de profondeur. Mais j'ai ressenti ce qu'elle voulait nous faire passer, je pense, donc c'est quand même réussi. C'est pas forcément la face d'écriture que je préfère, en fait, c'est ça. Donc je lui ai mis 15 sur 20. Mais c'était quand même intéressant. Voilà. Et j'ai fini ce matin Blade Runner. En fait, c'est les moutons électriques. Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques? Ça, c'est le vrai nom de la nouvelle. En fait, j'ai vu sur Libradik ce matin qu'il y a un tome 2 et un tome 3 à Blade Runner. Je savais pas. Je sais pas si je lirai la suite. J'ai beaucoup aimé les androïdes rêvent-ils de moutons électriques. Je vais essayer d'y dire parce que c'est vraiment le titre. Blade Runner, c'est le titre du film qui a du coup pris la place du titre original. Donc le vrai titre n'est pas Blade Runner. C'est une nouvelle assez courte qui se passe dans un futur proche. On est dans la science-fiction, on est dans du cyberpunk. On suit... alors, on est dans un monde très palpable, qui potentiellement pourrait être vraiment demain. La Terre a été plus ou moins désertée. Les gens sont globalement tous partis sur Mars parce que sur Terre, il y a beaucoup de particules et d'ailleurs, ces particules sont dangereuses et parfois amoindrissent les hommes qui restent sur Terre. On a l'exemple d'Isidore qui est un diminué, entre guillemets, qui est quand même pas super et qui a des troubles de mémoire. Voilà. Isidore, il a quand même un métier, tout ça. On le suit de temps en temps. Il va croiser notre personnage principal, notamment sur la fin. Notre personnage principal qui est Rick et qui est un chasseur de primes, qui va avoir pour mission de tuer des androïdes, en particulier les androïdes Nexus 6. J'ai écrit dans mon carnet Lexus, c'est Nexus 6, qui
vraiment ont l'apparence des hommes et se font passer pour des hommes alors qu'ils sont des androïdes. On lui demande de les exterminer le plus rapidement possible. Ça va être son histoire qui se passe sur une journée. On le voit d'abord partir de chez lui. Il est assez malheureux, Rick, parce que il fait croire à tout le monde qu'il a un vrai mouton. En fait, le bonheur, c'est d'avoir un animal réel chez soi et de s'en occuper. Et ça, c'est un peu... Vous voyez, j'imaginais moi vraiment un monde sombre et la seule nuance d'espoir, c'est la vérité concernant les animaux que l'on possède. Et finalement, il le tait à tout le monde, mais son animal, c'était un mouton électrique. Et ça le rend extrêmement malheureux. Il a une relation aussi avec sa femme étrange. Ils ont des sentiments qui semblent être des faux sentiments que des boîtes à empathie ou des boîtes à ressentiment leur font sentir alors que c'est faux. Notamment la femme de Rick, Iran, qui vit dans ce monde complètement truqué. Rick, lui, est plus ancré, il ne veut pas utiliser par exemple la boîte à empathie que tout le monde adore, qui lui permet de se sentir faire partie d'un tout. Lui, au départ, il ne l'utilise pas. On va le suivre dans ses interrogations par rapport à sa mission, puisqu'il va petit à petit trouver les androïdes et les désintégrer. Et petit à petit, il va se poser des questions parce que vraiment, il ressemble vraiment à des hommes. Il y a juste quelques petites choses qui font la différence et on se pose la question de savoir si vraiment ils sont si différents des hommes et qui a le droit et notamment pourquoi lui a le droit de les désintégrer, surtout que il va rencontrer petit à petit des personnages, notamment une grande chanteuse qui le touche et qui chante extrêmement bien. Et il se pose des questions. Il va aussi connaître une histoire d'amour avec une androïde. Mais bon, vous connaissez peut-être le film. Je vais pas forcément aller plus loin. C'est une quête d'identité, ce roman. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé sa lecture. Et je trouve que la postface est super intéressante dans cette édition J'ai lu. Parce que justement, ils vont plus loin que le texte et ils expliquent que ce Rick est en fait à la recherche de qui il est et que sa mission va lui faire comprendre petit à petit. Il y a aussi l'entité Mercer, justement, qu'on arrive à approcher dans la boîte à empathie. Qui est Mercer ? On ne sait pas vraiment, mais en tout cas, c'est une entité comme un peu un dieu, qui nous fait du bien, qui nous dicte ce qu'on doit faire. Et bref, il y a beaucoup, beaucoup à dire sur les androïdes rêvent-ils de moutons électriques. C'est un livre vraiment assez incroyable, mais il faut s'accrocher quand même dans sa lecture parce que c'est assez froid et hermétique. Mais moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Vraiment beaucoup aimé, ça m'a plu. Je vais lire encore du Philippe Cadic parce que je trouve ça chouette. Et peut-être que si je trouve la suite, voilà, je me la procurerai. Je sais pas si J'ai lu l'a édité en fait. À voir. Mais bref, voilà. Ça m'a beaucoup plu et j'hésite à lui mettre 17 parce que je lui ai mis 16. J'ai mis 16 parce que la lecture n'est pas forcément simple. Mais plus j'y pense, plus je trouve que c'est super intéressant. Je vais peut-être remonter sa note. Ça m'a beaucoup plu quand même. Voilà. Je crois que je vais faire remonter sa note à 17. On s'approche du coup de cœur. Attention. Voilà, on a fini. Il fallait quand même que je vous fasse ce point lecture. Je vous garde avec moi jusqu'au 31. J'espère pouvoir finir mes lectures en cours pour pouvoir ensuite enchaîner avec la suite de février. Il va falloir que je tourne ma pile à lire bientôt en tirant les petits papiers du bingo. Je suis trop contente. Faut pas grand chose. Je pense que je vais la tourner demain. J'ai aussi à venir une nouvelle vidéo, mais elle sera sortie au moment où je vous parlerai. Une vidéo sur les sorties littéraires. J'en ai repéré quelques-unes. Voilà, que je vais tourner aujourd'hui. Je vous laisse là. Allez, on se retrouve un peu plus tard.
Hello, du mardi 30 janvier l'après-midi. J'ai pas très chaud, donc du coup je me couvre. On va faire un point sur les dernières lectures. Alors, puisque c'était mon 10e livre, j'ai lu le tome 3 de Ranking of Kings et j'ai enchaîné avec le tome 4 qu'on avait aussi dans la bibliothèque. Donc du coup, j'ai tout lu ce qu'on avait pour le moment. C'est un manga de Sosuke Toka, édité chez Kiyun, et franchement c'était très, très sympa. Kiyun Kizuna, c'est pour enfants. Alors, il n'y a pas beaucoup de bastons, il y en a un peu, puisque c'est quand même une histoire de royauté avec donc un royaume où le roi boss est décédé. Il a un fils qui est légitime, le fils aîné, le principal, le prince Boji, qui est le héros en fait de cette histoire. Et il a également un autre fils avec une autre femme, donc qui est la belle-mère du prince Boji, et c'est ce fils Deida qui accède au trône par des manigances de la belle-mère. Voilà. Le prince Boji est accompagné d'une tache, Ombre, et en fait il n'est pas très doué, il n'est pas très fort, il n'a aucune force physique, et en fait on essaie de lui faire retrouver en fait une position pour qu'il puisse potentiellement devenir roi du royaume. Et donc il est accompagné par Ombre pour faire ça, et il va être formé par cet homme-là dans le tome 4. Et c'est marrant, c'est touchant, ça parle d'intelligence et du fait d'être malin pour se débrouiller et pas forcément d'utiliser sa force. Je trouve ça très sympa. Il y a un côté aussi conte très chouette et avec beaucoup d'humour. Ça me plaît bien. Franchement, c'est sympa. On lira la suite un jour où Lucien aura envie qu'on se procure la suite. Pour le moment, il n'a pas forcément envie, donc on va s'arrêter là pour le moment. Et j'ai fini un livre que j'ai beaucoup aimé, Ethan Frome de Edith Wharton, édité ici chez Paul et traduit de l'américain par Julie Wolkenstein. Alors je commence à en avoir lu pas mal, hein. Je crois que c'est mon 4e ou mon 5e de Edith Wharton, et c'est pas terminé parce que j'adore. Et dans ma pile à lire, j'ai les New-Yorkaises, que je vais lire après. Vraiment aller vers ce livre. Alors dans le cadre du Cold Winter Challenge, je l'avais mis parce que montagne de neige, traîneau, ça me donnait envie, et que de toute façon c'est mon petit doudou, aller vers l'écriture d'Edith Wharton. Là c'est un roman dramatique avec une construction assez intéressante parce que le narrateur, on ne sait pas trop qui il est très en retrait, il arrive à un moment donné dans cette ville du Massachusetts, on est à la fin du 19e, et il va croiser, donc il est dans un endroit vraiment mais paumé, c'est Starlight, c'est ça? Je me souviens plus du nom. Alors, Starkfield, un des villages de Nouvelle-Angleterre, loin de tout, où voilà, on est dans des traditions assez ancestrales, et Ethan Frome vit dans des conditions très sobres. C'est un paysan qui semble avoir vécu un drame. Il a une grande entaille sur le visage, si je dis pas de bêtises. Et donc le narrateur, qui est, je sais pas trop qui il est. C'est un commerçant, un intellectuel, qui va être intrigué par ce personnage. Et en plus, on va lui dire qu'il peut compter sur Ethan Frome pour l'amener en traîneau d'un endroit à un autre parce qu'il doit se déplacer. Donc il va faire appel à cet homme-là. Et au départ, on se pose vraiment la question de qui il est, parce qu'il est très... il ne parle pas, il est très dans la réserve, il est bourru. Et un soir en fait de grande neige, le traîneau n'arrive pas à aller plus loin, et en fait ils sont pas loin de l'habitation de Ethan Frome, et le narrateur va rentrer dans la maison d'Ethan Frome et il va être face à la vérité de l'histoire de ce personnage. Voilà, j'ai pas forcément envie de vous en dire plus parce que le roman est court. J'ai corné des pages parce que j'ai trouvé ça vraiment superbe. J'ai corné une page. Donc c'est vraiment un roman dramatique
d'un homme qui potentiellement avait tout pour devenir un explorateur, un aventurier, un homme de lettres. Et en fait, il va être rattrapé par sa famille, d'abord sa mère qui est malade, qu'il faut accompagner. Ensuite, il va être empêtré dans un mariage sans amour. Et je ne veux pas forcément vous dire la suite, mais ça va de mal en pis pour lui. Et voilà, jusqu'où ça va, c'est juste assez incroyable. J'ai beaucoup aimé la façon dont le récit bascule à un moment pour raconter l'histoire. Donc on est vraiment... Au départ, on ne sait pas trop où on est. On découvre un peu comme ce narrateur externe la situation et on se pose en même temps que lui les questions sur ce personnage très énigmatique. Et petit à petit, on comprend qui il est et on s'attache au personnage. Voilà. Mais la situation est extrêmement rude. Hein. C'est vraiment très très rude. Mais c'était vraiment superbe. Vraiment, ça, je vous le conseille. C'était une très bonne lecture. Et puis, parce qu'on les a empruntés et qu'il faut que je les rende demain, j'ai lu cette duologie, La Fête des Ombres, de Atelier Sento. C'est pas un nom, mais bon. Aux éditions Issey Kinisho. En fait, l'Atelier Sento, c'est un duo formé par Cécile Brun et Olivier Pichard, et qui est né de voyages au Japon, de rencontres, de dessins et de photographies ramenées du pays du soleil levant. Ils aiment faire découvrir un Japon inhabituel, composé de villages perdus dans les montagnes, de fêtes populaires et d'esprits oubliés. Et ils avaient écrit avant Onibi, que je lirai peut-être. Alors, c'est vraiment des romans graphiques superbes. Alors, j'ai trouvé ça sympathique, mais j'en garderai... Alors, me connaissant, je pense que je ne vais pas en garder grand-chose. J'ai trouvé ça bien, très beau. Mais j'y ai pas cru en fait. Donc l'histoire c'est... on va suivre le personnage de cette jeune fille, comment s'appelle-t-elle ? Naoko. Bah, c'est pas une jeune fille, c'est une jeune femme, mais moi je trouve qu'elle fait très très jeune. Et elle a un pouvoir que sa mère lui a transmis, qui est de voir des ombres. Et si elle le souhaite, elle peut accompagner ces ombres pour les sauver d'une disparition en fait. Ils ont 1 an si cette ombre... en fait, il y a une personne. Les gens voient des ombres dans ce village, mais noires, toutes simples, sauf la personne qui est en charge de l'ombre, qui d'abord a une vision trouble et petit à petit peut comprendre qui est la personne qui est décédée, en fait le fantôme, et ensuite l'aider à retrouver qui il est, et si au bout d'1 an il réussit, l'âme de cette personne est sauvée et son ombre ne disparaît pas. Donc voilà, et donc on va suivre un personnage Naoko, qui va tomber sur une ombre qui au départ est complètement hermétique à tout, voilà, toute question, demande, tout ça. Et donc elle a beaucoup de difficultés jusqu'au jour où elle lui met des lunettes. Voilà, bref. Et il y a un petit twist qui complexifie l'histoire, que j'ai pas trouvé forcément intéressant. Moi, ça parle forcément de mysticisme, ça parle de deuil, ça parle de la vie, de ce qu'on en fait. Mais moi, j'ai trouvé... Enfin, j'y ai pas cru, donc ça m'a pas touchée. Je vais vous montrer quand même, les dessins sont assez beaux. Ça se veut un peu humoristique aussi, parfois. Mais bon... Voilà, j'ai pas été complètement conquise, mais c'est pas une mauvaise BD, hein. Je crois que j'ai mis 15 sur 20, donc c'est pas mal. Je vous conseille quand même. Je sais que Joseph a beaucoup aimé, par exemple, mon ado de 13 ans, là, ça lui a beaucoup plu. Voilà, donc je vais vous laisser là, et je vous retrouverai... en fait, on est mardi. Je vous retrouverai, je pense, jeudi pour clore ce carnet de lecture avec, si tout va bien, 2 lectures en plus terminées. Et la vidéo sera longue. Voilà, je vous fais des gros bisous. Et alors, attendez, je vous ai juste pas dit que vous avez vu, j'ai pioché mon 10e livre. Alors, on est au numéro 5, en fait, des 10. Mais j'ai voulu le piocher
pour m'organiser si c'est un gros roman. Et donc c'est Bird Box. Et c'est cool, je vais le lire en fait. Du coup j'ai fait le découpage et je vais commencer aujourd'hui je pense. Voilà, donc je vous laisse là et je vous dis à plus tard. Petit retour de la bibliothèque. Je vous montre ce que j'ai pris. Et Lucien, je sais pas si tu veux montrer. Donc j'ai trouvé une BD que je voulais lire depuis très longtemps. C'est Le Plongeon de Séverine Vidal et Victor L. Pinel. Ça a l'air trop bien. Je pense que c'est sur Ça doit parler les personnes âgées. Ça parle, tu crois pas? Ouais. Hein? Bref, Lucien il a pris 2 profs. Les profs. Hein, t'aimes bien ça? J'ai pris ça peut-être pour Simon, mais je le lirai peut-être. Je sais pas, le dessin avait l'air beau. Ça a l'air d'être une enquête dans un Paris qui est inondé. Oh là, il y a des scènes un peu olé olé. Il faudra quand même que je le lise avant de les montrer. Oula, c'est un peu gore aussi. C'est une enquête. Ça a l'air d'être une enquête. Ah, je suis allée lui faire chercher dans la réserve, mais je suis contente de la voir parce que je voulais vraiment la lire. Je mourrai pas gibier d'Alfred, qui est édité chez Delcourt et adapté du roman de Guillaume Guéraud. Je sais pas ce que c'est, mais c'est un roman noir, je pense. Voilà. Pour Simon, je lui ai pris une duologie. Enfin, je sais pas s'il y en a plus. Une duologie qui a l'air d'être fantastique. Un peu comics. Donc c'est Mon Stress de Marjorie Liu et Sana Takeda chez Delcourt. Les couvertures sont très belles. Et ensuite, pour Petit Mois Petite Lecture, j'ai pris La Contrebasse de Patrick Suskind. Et pour Le Tour du Monde, j'ai trouvé Bel Abîme de Yamen Manaï. Et par contre, je ne sais plus de quelle origine il est. Tunisie. Oui, il vit à Paris. Mais voilà, très contente de pouvoir découvrir cette plume sur Le Tour du Monde. Hello. Cappuccino. Alors, on est le 1er février et donc je viens clore ma vidéo carnet de lecture ici en vous parlant des derniers livres que j'ai lus. Alors, côté graphique, j'ai enchaîné tomes 5 et 6, c'est ça. J'ai enchaîné tomes 5 et 6 des Liens du sang de Shuzo Oshimi. Il faut que ça rentre dans ma tête parce que, quand même, c'est vraiment super. C'est de pire en pire, quoi. C'est la cata. Donc, c'est l'histoire d'une relation toxique entre un mère et son fils. Je ne vais pas vous dire plus que ça, juste pour vous dire que je suis à chaque fois... J'hallucine sur les dessins de regard. Alors attendez, j'ai essayé de vous montrer. Voilà, j'aime beaucoup le dessin. Alors j'aime le dessin parce que... alors je ne sais pas comment la personne dessine, mais on dirait vraiment de l'encre de Chine. Vous savez, des traits à l'encre de Chine. Les expressions... Il y a beaucoup de focus sur les personnages. J'adore. Et alors moi, du coup, là, je les mélange pas. Il n'y en a pas 50 000 non plus, mais je les mélange pas et je les trouve hallucinants. Voilà, je vous montre juste les planches qu'il y a. Enfin, pour moi, c'est vraiment superbe. L'histoire, elle est vraiment inquiétante, gênante, troublante. Et le dessin est superbe. C'est une très belle saga manga. D'ailleurs, je vais la continuer. Je voudrais rattraper mon retard. Parce que je l'aime vraiment beaucoup, donc il faut que je la continue. J'ai fini de lire hier soir L'écume des jours dans cette version illustrée, donc L'écume des jours de Boris Vian, illustré par Paul et Gaëtan Brizy chez Futuropolis, c'est le texte intégral. Et c'était sympa à relire. Je peux pas dire que j'ai adoré ma lecture. Il y avait un côté vraiment nostalgique parce que c'était un de mes livres préférés étant jeune adulte, entre guillemets. Les illustrations sont très chouettes. Il y a des dessins qui sont particulièrement beaux. Mais le texte de Boris Vian est perché et je trouve qu'en vieillissant, moi j'ai moins d'atomes crochus avec son texte. C'est un texte franchement triste. Alors moi, le souvenir que j'en gardais, c'était une très belle histoire d'amour. Voilà. Et finalement, c'est vraiment pas du tout le sujet principal. Le sujet principal, c'est la maladie.
C'est un univers, on est dans un monde où les machines sont à la merci des hommes et on peut en faire un peu n'importe quoi. Il y a un personnage qui est un grand fan de Jean-Saul Partre et ça le bouffe parce qu'il n'arrête pas de vouloir acheter tous les livres que cet auteur sort. Je me souvenais plus du tout de la fin, qui est quand même tragique. Alors je me souvenais que... je ne vais pas vous spoiler. Hein. Mais bon, il y a un des personnages principaux qui meurt et je me souvenais pas, un, que c'était autant triste et deux, que c'était aussi tragique parce que ça dérape. J'aime beaucoup la fin du livre est chouette et pourtant c'est pas le souvenir que j'en gardais, c'est rigolo. Mais je vous conseille parce qu'il est très beau à lire dans cette version-là. Il y a parfois des planches pleines pages, j'essaie de vous en montrer une. Avec l'appartement, enfin, après il y a beaucoup de choses à dire parce que c'est un texte quand même super chouette. Il a quand même une imagination de fou, Bourésien, parce que l'appartement dans lequel Colin et Chloé vivent se transforme petit à petit en fonction de leur santé, de leurs sentiments. Et petit à petit, il devient de plus en plus étroit et tarabiscoté. On a du mal à atterrir dans le... à accéder en fait au lit. Et j'aimerais vous montrer, parce que parfois il y a vraiment des doubles pages, voilà. Avec des dessins vraiment très beaux. Voilà. Donc c'est vraiment chouette. Je me souvenais par contre du piano qui fait les cocktails. Voilà, il y a des trucs comme ça qui sont vraiment chouettes. Leur mariage, la façon dont c'est décrit, c'est exceptionnel. C'est génial. C'est bizarre. Les personnages, ils ont des traits de caractère très caricaturaux. Ils sont soit exceptionnellement gentils, soit inversement insupportables. Voilà, donc c'est vraiment une... Je suis contente de l'avoir relu. Je pense que j'ai beaucoup moins aimé que la première fois où je l'ai lu, mais c'était chouette de le redécouvrir. J'ai mon fils qui s'en va et qui claque la porte à chaque fois. Très désagréable. Et là, je vais vous parler d'une pépite dont je ne vous ai pas parlé du tout. Mais d'abord, je vais boire un petit coup de... Je me suis fait un cappuccino pour essayer, avec le lait chaud, faire du bien à ma gorge, parce que j'ai toujours mal à la gorge, c'est très désagréable. Ton absence n'est que ténèbres, de... Il faut que je regarde parce que je n'arrive pas à me souvenir du nom. John Kalman Stephenson, qui est un auteur islandais, édité ici chez Grasset. Et c'est le livre que Joseph a pioché pour moi, parce que pour lui, ça avait l'air d'être le livre le pire de ma pile à lire. Il s'est dit, c'est quoi cette couverture? Ça donne pas du tout envie. Le titre, ça donne pas envie. Je vais choisir celui-là. Eh ben merci. C'était vachement bien. C'est vrai que les couvertures de chez Grasset ou DNRF, c'est pas les plus belles. Mais là, en fait, je sais pas. Enfin, après, il y a l'édition poche, je vais vous montrer. Alors, l'édition poche est ici. Elle m'a été offerte par ma chère Sylvette. Alors, Sylvette, si tu m'en veux pas, je pense que je vais l'offrir à mon père parce que ça peut vraiment lui plaire. Enfin, mes parents, globalement, les deux, je pense, peuvent vraiment aimer. Ou pas du tout, hein, parce que c'est un texte, soit ça passe pas, je pense. Alors, on est dans un texte... J'allais dire roman, mais alors on est dans un livre, pour moi, où il y a plusieurs romans dans le livre. On est dans un texte tout à fait original, hors norme. On commence l'histoire, si j'ai dû vous en parler quand même. On commence l'histoire. On suit le personnage principal. On ne sait pas qui il est, il ne s'est pas dit. On sait que c'est un homme. Il se réveille dans une église, aux côtés d'un personnage un peu bizarre. Il pense d'ailleurs que c'est le diable. Il pense qu'il est mort et que peut-être le diable, un dieu, je ne sais pas. Et en fait, non, c'est un chauffeur de bus, de car. Et il est au fin fond d'un fjord en Islande, dans un petit village qu'il ne connaît pas. Il sort de l'église, il arrive dans un cimetière. Alors, il pense que peut-être il est mort. Il sait pas trop. Il va croiser une jeune femme qui semble le reconnaître avec un chien et une chèvre.
C'est très bizarre. On se demande, hein, moi je me suis vraiment demandé s'il n'était pas mort et s'il n'y avait pas un truc nébuleux. Voilà, pendant tout le texte, on ne sait pas trop qui est ce personnage, qui n'est pas le personnage principal, qui finalement est le narrateur, on va le comprendre petit à petit, aux côtés de ce chauffeur de bus très bizarre, qui est omnipotent, qui prend différentes apparences physiques, très étranges. C'est un personnage très bizarre, qui a l'air d'être un guide pour ce narrateur. Mais l'histoire principale, en fait, je me suis déjà perdue, mais en fait, c'est un peu à l'image de ce livre. Donc, ce narrateur va croiser cette jeune femme qui semble le connaître et qui l'apprécie. Et dit « Oh là, tu es là, tu es revenu, super, et tout. Soleil, elle va halluciner de voir que tu es rentrée. On va la prévenir tout de suite et puis on va aller la voir. Mais d'abord, on va aller voir mes parents, la tombe de mes parents. » Et donc il s'assoit dans ce cimetière et Soleil commence, non pas Soleil, le personnage, je sais plus comment elle s'appelle, une autre jeune femme, ah zut, je sais plus. Et bref, c'est pas grave, elle va lui parler de l'histoire de ses parents, une histoire d'amour superbe, une histoire d'une rencontre amoureuse superbe. Et là en fait, on part sur une histoire, un roman dans le roman. Et ensuite on la quitte. On quitte cette histoire, on revient dans ce cimetière, et puis ensuite on rejoint cette jeune femme, Soleil, qui semble connaître le narrateur. Elle discute, il cache le fait qu'il a tout oublié, parce qu'il pense que ça va revenir, il comprend pas trop. Et il discute avec Soleil, qu'il trouve très belle. Il trouve qu'elle a un sourire hallucinant, il est complètement charmé. Et puis la discussion prend fin au moment où le téléphone sonne et où elle répond. Voilà, elle doit s'occuper d'un quart de japonais qui arrive, tout ça. Donc elle est en fait dans le tourisme. Et on est à la suite de la Covid. Donc la Covid prend juste fin et c'est le retour du tourisme dans un fjord justement où il se passait vraiment rien du tout. Une sorte de renaissance de ce lieu. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a quand même un truc lié au fait de refaire vivre les racines de ce lieu et le fait que ça a été englué dans une période sombre. Voilà. Et pendant le moment où elle est au téléphone, je vais m'arrêter à un moment, parce qu'on est juste même pas les 100 premières pages. Hein. Notre personnage principal, il part... Enfin, on ne sait pas si c'est lui. En tout cas, une nouvelle histoire commence. Et il nous raconte une autre histoire, d'autres personnages, souvent des rencontres amoureuses. C'est vraiment l'amour et le sujet du livre. Et quand il a fini de raconter ce passage, voir d'autres passages, d'autres personnes, hein, c'est très, filandreux. Vraiment, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va prendre l'histoire de ces personnes-là, on va aller raconter l'histoire d'une autre, mais on se rend compte que peut-être qu'il y a un lien entre les différentes histoires, un lien de génération en génération, mais on ne sait pas vraiment où on est, on ne sait pas à quelle époque on est. On rencontre des personnages qui sont tous assez exceptionnels, qui ont des vies, alors des vies pas forcément complexes, ce sont des histoires assez simples, où l'amour est quand même souvent le sujet principal. Et où l'amour fait faire des choix, des bons choix comme des mauvais choix. Voilà. Et on va se rendre compte, en fait, quand à un moment, il revient au temps présent, c'est ce qu'on pense, et il a écrit comme en 10 minutes, des feuillets. Apparemment, il est écrivain, parce que elle lui dit, Soleil, quand elle revient, elle dit « Mais tu t'es remis à écrire ». Donc ça, c'est un point d'ancrage. Donc on comprend quand même qu'il y a un truc... on va suivre ce personnage, alors dans des lieux en plus assez différents. Il navigue d'un lieu à un autre. On ne sait pas trop comment. Il est dans différents lieux. Bref, voilà. Donc l'histoire, elle est à peu près résumée là. C'était... faut se laisser porter. Si vous n'aimez pas être brinque-ballé en tant que lecteur, ça risque de vous saouler en fait. Mais moi, je me suis laissée faire depuis le début. L'écriture est splendide, j'ai corné énormément de pages. L'écriture, mais j'avais envie de tout souligner, tout retenir. C'était vraiment très beau. Je vais lire d'autres choses de lui parce que assez exceptionnelle cette écriture. Et si on se laisse porter,
on est dans une vague d'émotions. En même temps, on réfléchit sur le rôle d'écrivain. On parle beaucoup de la mort, on parle beaucoup de l'amour, des sujets forts en fait, extrêmement forts, extrêmement bien décrits, mais de façon très réaliste, superbe. J'ai adoré et c'était pas du tout prévu quoi, vous voyez. Eh ben j'ai bien fait. Hein. Et puis Sylvette, merci parce que c'est un bon choix, même si je l'ai pas lu en édition poche, je vais me faire un plaisir de l'offrir à une personne que j'aime. Et ce sera trop cool parce que je pense que ça peut vraiment plaire. On va voir si ça lui plaît parce que mon père, c'est pas sûr. Ma mère, ça pourrait lui plaire. Hein. Ça pourrait lui plaire. Voilà, c'est un livre que je vais partager avec des personnes que je connais qui potentiellement pourraient être intéressées. Et ben voilà. Et ben j'ai lu pas mal en janvier. J'ai lu même énormément avec la grippe, merci. Mais j'ai lu des très belles choses. Et voilà, je suis contente de clore ce carnet de lecture avec des livres assez exceptionnels. Un très beau mois de janvier côté lecture pour moi, c'était vraiment chouette. Et voilà, le nouveau mois de février qui commence. Je peux juste vous dire que ma lecture en cours, c'est Bird Box de Josh Malerman, je crois. Et que c'est de la SF horrifique et que c'est vachement bien pour le moment. J'ai lu quoi, 120 pages, quelque chose comme ça. Super pour le moment. Enfin après c'est pas du tout le même niveau d'écriture. Là on est à l'ouest de Ton absence n'est que ténèbres. Mais voilà. Ah oui, alors si vous connaissez d'autres romans de cet auteur qui peut-être vous pensez qui pourraient me plaire, dites-moi en commentaire. Et voilà, merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo si vous êtes encore là. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un très bon mois de février et on se retrouve très bientôt pour parler lecture sur la chaîne. Allez, bye bye.